Bonjour Philippe Lorange. Bonjour. Parfois, la cohabitation est difficile avec les personnes en situation d'itinérance. Ça vient avec toutes sortes d'enjeux sociaux également, des enjeux de santé mentale. Et tu veux réagir à un texte qui a été publié dans Le Devoir. Est-ce qu'il faut déconstruire la peur de l'itinérance? Oui, bien, le texte vient de Jessica Dado, comme tu viens de dire dans Le Devoir. Et donc, ce qu'on nous montre ici, c'est que faudrait déconstruire la peur de l'itinérance. Donc, en disant, si seulement les commerçants et les habitants parlaient davantage aux sans-abri, ils pourraient mieux se comprendre. Donc, le texte revient sur la réalité des difficultés de cohabitation entre sans-abri et habitants dans différents quartiers de Montréal, parce qu'on sait que l'itinérance a vraiment explosé dans les dernières années pour différentes raisons. On peut nommer, par exemple, la crise des drogues, opioïdes, mais aussi l'augmentation des loyers. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui payent leur loyer vraiment à dernière minute ou en retard ou qui accumulent les dettes. Puis à un moment donné, s'il y a une rénoviction ou si les loyers commencent constamment à augmenter d'année en année, bien, il y a des gens qui se ramassent dans la rue. Donc, c'est ça. Depuis les dernières années, on voit une augmentation constante de l'itinérance à Montréal. Et donc là, on revient là-dessus pour dire, vous voyez, c'est très difficile pour eux parce que, justement, il peut y avoir des agressions dans la rue. Des fois, les itinérants se battent entre eux pour un territoire, pour avoir un endroit pour collecter de l'argent, ce genre de choses. Donc, on revient là-dessus. Et donc là, on dit, si seulement les habitants, les commerçants parlaient davantage aux gens, ils se rendraient compte que, les itinérants, c'est des gens comme eux, qui veulent pas le mal de personne, qui sont moins dangereux qu'on le pense. Même s'il y a des cris ou des comportements de ce genre, faut pas penser que c'est de la violence ou du danger pour les habitants eux-mêmes. Alors moi, je lisais ça et je me disais, je trouve ça un peu gna-gna comme point de vue. C'est-à-dire que, on en parlait avant qu'on entre en onde, là, c'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Là. C'est-à-dire on est passé d'une époque où on emprisonnait pour vagabondage et aussitôt vous étiez un itinérant, vous étiez stigmatisé, enfermé en prison, parfois même torturé. Peut-être, parfois vous pouvez mourir parce qu'il n'y avait pas suffisamment les conditions, une intervention étatique ou d'organisme pour vous aider. Parce que là, c'est comme si de nos jours, puis c'est pas juste ce texte-là par ailleurs, on le voit un peu partout, c'est comme si de nos jours, là, c'est complètement l'inverse. Là, faut parler de l'itinérance comme si c'était purement des bonnes personnes qui ont mal tombé, ça n'a pas été facile pour eux. Il y a une espèce d'évangélisation, là. Pour vrai, je pense que oui. Là. C'est-à-dire qu'on passe de... On réprime puis on fait du mal aux itinérants à complètement l'inverse. C'est comme si c'est des héros qui doivent survivre, c'est pas facile pour eux. Mais c'est-à-dire que si on creuse un petit peu plus loin, regarde un quartier où il y a beaucoup, beaucoup d'itinérance comme le Village, remarque, dans les dernières années, il y a des commerçants qui n'ouvrent plus leurs terrasses. Parce qu'il y avait plusieurs sans-abri qui pigeaient dans le plat des gens sur la terrasse ou qui pouvaient invectiver les gens sur la terrasse. Donc, il y a des commerçants qui disent « moi, je l'ouvre plus ma terrasse parce que ça sert à rien. » C'est-à-dire que là, je perds des clients puis les gens veulent plus venir. Puis, à un moment donné, qui veut aller dans un quartier où il y a des gens qui crient dans la rue, qui se piquent juste en face? À un moment donné, c'est compréhensible qu'un commerçant se dise il y a un problème, puis c'est pas juste parce que je leur parle pas assez, puis je suis pas assez gentil avec eux. C'est-à-dire que la présence de ce genre de personnes vient déranger l'activité commerciale. Et concrètement, c'est sûr que ça peut causer non seulement un déclin des ventes, mais aussi des fermetures de commerce. Puis je te donnerai l'exemple, par exemple, il y a un coin de rue vraiment caricatural à Montréal, c'est le coin Avenue du Parc et Milton. Oui. Donc, comme on sait qu'il y a énormément d'itinérance là-bas, et moi, ce que j'entends parler depuis 1 an et plus, c'est qu'il y a plusieurs commerçants dans le coin qui veulent fermer parce qu'à un moment donné, il y en a qui squattent le devant de ton commerce. Donc, quel genre de client veut entrer dans ton commerce s'il y a constamment des sans-abri qui sont devant? Puis après, on comprend que c'est pas facile pour les sans-abri puis qu'ils n'ont pas vraiment d'endroit pour dormir, pour se mettre à l'abri. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça nuit à l'activité commerciale. Puis ce coin de rue-là, en 2024, je me rappelle, dans les premières semaines de la nouvelle année, il y avait eu 3 meurtres juste sur ce coin de rue-là. Donc, à un moment donné, quand on nous dit dans l'article qu'il n'y a pas de danger, il ne faut pas trop s'inquiéter, la violence n'est pas aussi grave que vous le pensez, regardez, je veux dire, il y a quand même eu des meurtres. Puis c'est sûr que c'est souvent entre itinérants eux-mêmes, mais je veux dire, tu veux pas être à côté d'une scène de ce genre, tu sais. C'est sûr que ça contribue, puis à même la population de personnes en situation d'itinérance, bien sûr que ça joue dur. Il y a des enjeux de sécurité. La rue, c'est extrêmement difficile. Puis on a entendu plusieurs témoignages qui sont vraiment bouleversants du quotidien de ces gens-là. C'est clair. C'est un échec. C'est un échec social, ce qui se passe à Montréal en ce moment. C'est l'accumulation de toutes sortes de problèmes sociaux, de manque de ressources.
à un moment donné, il va falloir donner un sérieux coup de barre. Moi, je suis un peu tanné là, d'entendre des belles paroles, là, des belles paroles évangéliques là-dessus. Puis pendant ce temps-là, on laisse des gens vivre dans la rue des situations qui sont inhumaines et indécentes. Maintenant, pour répondre un peu aussi à ce qui était avancé dans cet article-là, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé dans nos anciens bureaux. On était vraiment le Berry-UQAM, là, quasiment l'épicentre de tout ça. Et je me souviens, une fois, il y avait une dame qui était vraiment en crise. Là. Était vraiment, est-ce qu'elle était sous l'emprise de la drogue? Est-ce que c'est un mix avec la santé mentale? C'est quelqu'un, visiblement, qui avait besoin d'aide. Et la dame en question invectivait les gens qui allaient prendre le métro. S'était mise à lancer, il y avait un chantier de construction pas très loin, je me rappelle encore de la scène, s'était mise à lancer des matériaux de construction sur les gens. Alors là, je veux dire, dans des situations de crise comme ça, là, c'est pas le temps d'aller dire bonjour, qu'est-ce qui se passe là? Avez-vous vécu un traumatisme? Je veux dire, c'est quelqu'un qui est en crise, qui est un danger pour elle-même, un danger pour les autres aussi, qui a besoin d'aide. Alors, c'est faux de prétendre qu'il y a des situations dangereuses. Là. Il n'y en a pas. Là. Je m'excuse. Là, mais... Ben absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis là, la situation que tu viens de nommer, il y en a souvent. Là. Dans le métro de Montréal, chaque station est devenue comme une sorte de piquerie, finalement. On a dû appeler la police. Ben c'est ça, mais à un moment donné, justement, je sais pas si c'est encore en vigueur la loi qui disait on laisse de côté tout ce qui est vagabondage, tout ce qui est flânage, on l'interdit dans le métro de Montréal. Puis du jour au lendemain, quand on met ce règlement-là en vigueur, ben ça change vraiment le climat dans le métro de Montréal. Mais à un moment donné, c'est parce que tu viens de le nommer, justement, il y a des personnes en crise qui peuvent devenir dangereuses ou extrêmement dérangeantes, mais aussi pour les femmes, il y a du harcèlement. Il y a du harcèlement vis-à-vis des femmes. Puis encore une fois, il ne s'agit pas de tous les sans-abri. Il y a une immense diversité, comme dans n'importe quelle population, n'importe quel groupe, il y a une immense diversité de parcours parmi les sans-abri. Il y a des gens qui sont très bien, qui ne posent pas de problème, qui ne sont pas nécessairement sur la drogue. Non, il ne faut pas généraliser. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça. Mais il y a des cas, comme tu viens de le nommer, et c'est un problème. Justement, le métro de Montréal est devenu assez lugubre et inquiétant. Sur la rue Berger, où il y a des condos, par exemple, au centre-ville de Montréal, on sait qu'il y a eu des intrusions à domicile ou des gens qui squattent l'entrée de certains immeubles. Donc, à un moment donné, si tu es dans ton condo, tu veux sortir, mais il y a des gens qui se font un échange. Donc, ce qu'il faut réfléchir, je pense, c'est que j'ai l'impression, quand je lis différents intervenants dans les milieux de sans-abri, ce genre d'organismes, on dit toujours, mais il faut s'assurer de la liberté, de l'autonomie du sans-abri. Je suis pas nécessairement contre en soi, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement en crise, a-t-il son autonomie? Est-il en voie vers son autonomie? Je pense que non. Donc, à un moment donné, on ne peut pas donner 100% de la liberté totale à quelqu'un qui est constamment en train de faire des crises ou qui a des problèmes de drogue. Il me semble qu'il faudrait plutôt investir dans les maisons de réhabilitation, ce genre de choses, ou des instituts psychiatriques, parce qu'on sait que dans les dernières décennies, on était plus dans l'antipsychiatrie, donc de dire les instituts psychiatriques, c'est pas bon parce que ça enferme les gens, ça enlève leur autonomie, leur liberté, et donc ça entretient leur maladie. Il y a des secteurs qui sont devenus des asiles à ciel ouvert. Exactement, c'est ça, c'est pas vrai. Montréal est devenu un asile à ciel ouvert, pour vrai. Donc, je pense pas que ça les aide. Je pense que si, au contraire, il y avait plus d'instituts psychiatriques, de maisons de réhabilitation, ben là, tu as des experts qui sont là pour toi, tu as un endroit pour te loger, t'héberger. Tandis que là, on dit juste, débrouille-toi dans la nature, dans la grande ville, avec d'autres gens qui peuvent être des agresseurs, avec des dealers. Je pense pas que c'est nécessairement la meilleure solution. Et pendant ce temps-là, il y a une hausse de plaintes aussi pour des rats à Montréal. Oui. Décidément. Mais je sais pas si tu as remarqué, en tout cas, moi, j'ai remarqué, depuis que je suis arrivé ici à Montréal il y a 4 ans, les rats ont quand même augmenté, là, un petit peu partout. Ils ont grossi aussi, hein? Ils mangent bien, ils sont très bien nourris. Oui, il y a un buffet. Mais là, je lisais ça, encore une fois, dans le Devoir hier de Maura Forêt pour la presse canadienne. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas juste une impression, les rats. C'est pas juste une observation subjective. C'est scientifique. Oui. Mais en tout cas, du moins, dans la manière dont c'est rapporté, on sait qu'en 2024, il y aurait eu 1700 appels pour dire qu'on a vu des rats, alors que 2 ans plus tôt, c'était 1000 appels. Donc, c'est une augmentation vraiment importante, là, c'est 70% de plus. Donc, c'est dans tous les arrondissements de la ville de Montréal. C'est pas juste, par exemple, Ville-Marie ou des coins où, par exemple, il peut y avoir plus d'itinérance ou plus de pauvreté. Donc, parfois, on dit que le nombre d'appels a doublé dans les arrondissements de Montréal. On dit, par exemple, que dans le coin de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, ça aurait triplé en 2 ans, entre 2022 et 2024, quand on regarde le nombre d'appels, encore une fois, ou les commentaires sur Internet, ce genre de choses. Donc, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, ça l'aurait triplé. Également, dans des arrondissements comme Ville-Marie ou Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, encore une fois, en 2 ans, ça l'aurait doublé.
Donc, c'est quand même vraiment important. Là. Puis là, l'opposition de la Ville de Montréal dit que la mairie en fait pas assez, qu'ils ne prennent pas le sujet assez au sérieux. Donc, on revient un peu sur le sujet. Après, la Ville de Montréal se défend en disant, en fait, c'est assez intéressant parce que il y avait donc il y a un citoyen qui est allé en conseil d'arrondissement pour poser des questions sur le sujet. Et donc, ce qu'on rapporte dans l'article, c'est qu'on dit, lors d'une réunion du conseil d'arrondissement en mai, en réponse à une question de M. Klein, donc citoyen sur le sujet, un fonctionnaire municipal a répondu que, je cite, la capacité d'intervention de la ville demeure plutôt limitée, car les pièges et le poison ne peuvent être utilisés dans les lieux publics. Mais si tu peux pas les utiliser, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, le citoyen disait que la ville nous dise essentiellement on ne peut rien faire, il faut vivre avec, c'est totalement inacceptable. Mais je le comprends. C'est inacceptable de se faire répondre, on peut rien faire, on peut pas utiliser du poison en public. Mais c'est pas vrai qu'ils peuvent pas rien faire. Je veux dire, ramenons ça au dossier en une du journal ce matin. Là. 45 000 signalements en lien avec la malpropreté l'an dernier, ça c'est 7 700 de plus que l'année passée. Et voilà. Je veux dire, 1 + 1 = 2, là. Si tu laisses tes déchets un peu partout en ville, là, puis si tu tolères des dépôts sauvages, puis tu sais, des conséquences, il y en a, mais tu sais, je pense pas que les citoyens trempent dans leur short à matin à l'idée là, de faire un dépôt sauvage sur le coin d'une rue à Montréal. Après ça, qu'on se demande pas pourquoi il y a des rats dans la ville. Ben oui. Ils sont alimentés, on les nourrit quasiment dans la main. Ben oui, mais c'est ça, mais dans l'article, la mairesse de Montréal se défend en disant les gens font pas leur compost comme du monde, ou bien ils mettent leur poubelle la veille avant c'est vrai qu'il y en a qui savent pas vivre. Là. Non, mais c'est sûr qu'il y a ça. Mais après, tu sais, je veux dire, aventuriez-vous un petit peu dans différents quartiers, puis vous allez voir qu'il y a quand même des poubelles qui traînent parfois depuis quelques jours. Puis on se dit, c'est pas nécessairement je veux dire, la collecte vient pas nécessairement le lendemain. Donc il y a beaucoup de déchets qui peuvent traîner un peu partout, parfois dans des quartiers où quand même les gens payent cher le loyer. Là. Je veux dire, promenez-vous sur des avenues comme De Bullion, Colonial, Ghetto McGill. Je veux dire, les gens payent quand même cher, puis je veux dire, il y a plein de déchets partout parfois, là, c'est quasiment un dépotoir. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté de la Ville de Montréal dans la gestion de la collecte. Là. Puis c'est sûr, comme tu viens de le montrer, justement, c'est un buffet pour les rats. Là. Si il y a plein de déchets partout, puis qu'on les ramasse pas suffisamment assez vite, c'est sûr qu'on fait juste continuer le problème. Puis si la Ville de Montréal nous répond, on peut pas utiliser de poison, nous autres. Ça avait été dénoncé par certains exterminateurs aussi. Là. D'ailleurs, je me souviens, j'avais déjà fait une entrevue là-dessus en disant, mais là, à un moment donné, on a la solution, mais on peut pas s'en servir. Alors, puis des rats, ça se reproduit, hein? Très rapidement, oui, ça a toute une libido, un rat. C'est ça. Je sais pas si c'est parce que... Je sais pas si c'est dans ce qu'ils mangent. C'est ça. Écoute, y a-tu des petites pilules bleues dans les sacs de poubelle qu'on laisse à la rue à Montréal et qui encouragent les rats? Aïe, aïe, aïe. Je veux qu'on revienne aussi sur les changements au niveau des pourboires. Il y a eu toute une réforme importante. Mais même si les règles de loi ont changé, il y a plusieurs restaurants qui suggèrent quand même des pourboires là, qui sont exagérés sur le terminal de paiement. Oui, bien là, je disais ça hier, justement. C'était dans le journal de Montréal. Donc, il y a 3 mois, on se souvient, il y a eu une loi du gouvernement du Québec pour dire, sur les terminals de paiement, quand on veut faire un pourboire, le restaurateur ou le commerçant ne peut pas suggérer un pourboire qui vient après les taxes. Donc, on dirait que c'est venu un petit peu avec la pandémie, ça. Aussi une sorte de compensation de salaire. Ce genre de tradition est venue, puis comme on sait, les gens payent beaucoup par carte de nos jours. Oui, puis on nous demandait un pourboire pour à peu près tout et rien, là, dans des commerces où, disons, traditionnellement, on ne nous en demandait pas avant. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, donc avant, c'était juste un restaurant. Donc, des fois, c'est comme pour un service où tu te dis, qu'est-ce que ça fait là? Puis parfois, ça peut être un peu gênant, parce que là, on met la pourboire après taxe. Puis là aussi, ce qui est interdit aussi, c'est non seulement le pourboire après taxe, mais aussi c'est de mettre un adjectif. Ah, ça, ça, c'est un peu fatigant. Hein? Ah, ça, c'est ça. Mais là, t'avais l'air d'un cheap. C'est ça, ben oui. C'est 15%. 15% après pourboire. T'étais un bien. C'est ça. Là, 18%, très bien. Là, c'est ça. Puis là, le 22%, très bien, excellent. Mais là, c'est rendu interdit de mettre un adjectif et de mettre un pourboire après taxe dans les suggestions. Mais là, moi, je l'avais remarqué quand le jour même où ça avait été mis en vigueur, j'avais vu comme plusieurs commerçants dans les jours qui avaient suivi qui avaient appliqué le truc. Donc, je me disais sûrement qu'ils se font surveiller, ou je sais pas, peut-être que dans le rapport d'impôt, ça se voit, je sais pas trop.
Mais en même temps, je suis pas si t'as remarqué, mais il y en a quand même aussi plusieurs. Puis c'est remarqué dans l'article, il y en a plusieurs qui sont pas encore conformes, même si on est 3 mois plus tard. Donc, qui s'essayent encore. Donc, je sais pas quel est le mécanisme de surveillance pour ce genre de nouvelle loi. Après, il y en a certains qui se défendent en disant, par exemple, on fait partie d'une franchise, donc on fait partie d'une plus grande entreprise, puis le CA s'est pas encore réuni sur la question. Mais en même temps, j'ai envie de dire... C'est une loi. C'est une loi. Premièrement, c'est une loi. Deuxièmement, ça fait 3 mois que c'est en vigueur. Donc, à un moment donné, il faut se plier à la chose. Des fois, il y en a qui disent le terminal de paiement, faut le changer. C'est un truc informatique, on ne sait pas comment changer ça. Mais encore une fois, on est 3 mois plus tard. Puis, au départ, pourquoi vous en êtes venu à cette tradition-là qui, selon moi, est un peu une arnaque, là, quand même. D'autant plus que moi, j'ai remarqué, quand on a un très bon service, on n'a pas ce genre de choses. Même avant, c'est la loi. Puis moi, j'ai remarqué, quand on sort de Montréal, il y a moins ça. C'est surtout à Montréal, ce genre de problème-là, où, justement, t'arrives... moi, ça me fait rire, t'arrives devant un resto, t'as quelqu'un qui a l'air bête, pas de sourire, c'est à peine si on le salue, puis là, tout de suite, c'est 18% après pourboire. Alors que tu sors de Montréal, t'as un accueil super chaleureux, super bon service, puis on te suggère aucun pourboire sur la machine. T'sais, c'est juste un petit bol en avant de la caisse. Je veux dire, c'est souvent comme ça, malheureusement. Ouais. Je dirais que le meilleur rempart aussi, c'est notre jugement là, en lien avec ça. Je veux dire, moi, quand même, là, que tu mets à l'époque, là, puis des fois, il y avait des emojis aussi. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Là, oui, il y avait des qualificatifs, oui. Mais il y avait des emojis. Tu sais, 15%, c'est quand t'as comme la Poker bouche. face, là. La petite bouche qui baboune. Hey, je m'excuse, là, mais 15%, là, c'est le standard. Là, à moins là, qu'on m'éblouisse là, avec un service là, de feu d'artifice. Moi, je donne toujours des bons pourboires. Je donne jamais en bas de 15%. Oui. Mais c'est juste, viens pas jouer sur mes émotions avec des emojis. Puis moi, j'ai applaudi quand la CAQ a fait ça. Il était grand temps qu'on serre la vis là, parce qu'il y avait de l'abus. Là. Mais maintenant, c'est une arnaque. Là. Merci beaucoup, mon cher. Merci.